RCF Jéricho-Moselle. Politiquement vôtre sur RCF en Lorraine. Présenté par Roger Quesel. Bonsoir, bienvenue dans Politiquement Vôtre, l'émission politique de RCF Jéricho-Moselle. À mes côtés, comme chaque semaine, Arlette Perjean, la cheville ouvrière de cette émission. Je n'ai pas trouvé d'autres expressions encore. Tant pis, on s'en contentera. Je veux dire pilier, mais ça va pas trop non plus. Non, je ne pas non plus. Bonsoir Roger. Bonsoir, et Aziz Mebarki, patron de l'Estrade. Bonsoir Roger, bonsoir à tous, à toutes. Ouais, toi bien l'Estrade, ça va, ça repart, bientôt vers son papier, on sort du confinement. Là. Ah, vous allez revenir au papier? On revient au papier. Bon, c'est bien, une nouvelle ère s'ouvre à nous. Avec nous Françoise Grolet. Bonsoir Françoise Grolet. Bonsoir à vous et bonsoir à vos auditeurs. Voilà, bonsoir, vous êtes candidate à la mairie de Metz dans l'élection qui aura lieu dans quelques semaines. Et nous allons commencer l'émission, comme nous le faisons chaque semaine, par une tradition qui est le portrait réalisé par Arlette Perjean. Alors allons-y. Françoise Grolet, vous êtes née le 28 août 1963 à Marseille, de parents français d'Algérie, des pieds noirs, qui, comme beaucoup d'autres à cette époque troublée, ont traversé la Méditerranée, ont perdu leur terre natale. Et de cette histoire familiale, vous dites avoir gardé un profond attachement à la notion de patrie. Vous êtes titulaire, Françoise Grolet, d'une maîtrise d'histoire contemporaine que vous avez obtenue à la Sorbonne, à Paris. Et c'est dès vos années étudiantes que vous vous êtes engagée en politique. Vous avez depuis mené une trajectoire parfaitement linéaire et en cohérence avec vos convictions. En effet, vous avez adhéré très tôt au Front National, qui vous a apporté son soutien dans chacune des élections où vous vous êtes présenté. Et on peut dire, sans se tromper, que la militante de longue date que vous êtes, c'est ce que faire campagne signifie. Même si, comme vous vous plaisez à le dire, vous n'êtes pas du tout une professionnelle de la politique. Vous êtes arrivée à Metz en 2004. Auparavant, conseillère régionale Front National en Aquitaine, vous avez été la même année élue au Conseil régional de Lorraine, puis réélue, et vous siégez toujours aujourd'hui dans cette Assemblée régionale Grand Est, où vos domaines de compétences sont entre autres la formation, la culture, la jeunesse et l'action sociale. Aux élections de 2014, vous faites votre entrée au Conseil municipal de Metz. Vous y pratiquez une opposition souvent farouche à Dominique Gros et à sa majorité, mais toujours avec une parfaite connaissance des dossiers. Vous siégez également à Metz Métropole. Mais ce portrait serait bien incomplet si je me limitais à l'image publique. Si je dis que vous êtes la maman de 9 enfants, ce n'est pas anecdotique. Non, on comprend mieux ainsi votre attachement à tout ce qui touche à la famille et à la place réservée aux femmes dans notre société, à l'éducation, à l'écologie, à l'avenir en somme. Le mardi 18 février dernier, vous étiez notre invité pour parler de votre candidature à la mairie de Metz. Et depuis cette date, le coronavirus est passé par là, la crise sanitaire et économique est hélas encore bien présente, et nous abordons un deuxième tour des municipales dans un tout autre esprit. Certains disent de vous que vous êtes, je cite, une force tranquille. D'autres, je cite toujours, un animal politique à sang froid. En tout état de cause, force est de constater que vous avez su tracer votre sillon avec constance, calme et détermination. C'est pourquoi, à quelques encablures de ce deuxième tour tant attendu, nous sommes impatients d'entendre vos commentaires sur l'actualité et vos propositions pour l'avenir. Vous retrouvez dans le portrait d'Arlette? Oui, je le trouve très, très bienveillant et juste. Merci. Simplement, au Conseil régional, je suis investie dans le transfrontalier, les relations européennes et internationales. Allons bon. Et les affaires européennes et les affaires de l'environnement. Voilà, juste petite modification. Et je suis à Metz depuis un petit peu plus longtemps que 2004. Voilà. Eh bien, deux erreurs pour la dans prochaine un seul fois. portrait, c'est pas possible. Oh, ce sont des petites choses. Françoise Grolet, nous sommes dans la dernière ligne droite. Vous êtes notre deuxième invité. Il reste 3 candidats en lice à Metz pour le second tour des élections municipales. Et je voudrais faire ce que j'ai fait la semaine dernière avec Xavier Bouvet, rappeler exactement dans quel contexte nous sommes. Il y a 3 candidats à l'occasion du premier tour qui ont dépassé les 10% des exprimés. François Grosdidier a fait un score de 29,76%, 30% en gros. Xavier Bouvet, 25%. Et vous, vous environ 12%. C'était les autres candidats ont obtenu plus de 5%. C'est Richard Lioger, Thomas Scuderi, Béatrice Agamemnon et Jérémy Aldrin, avec des scores en voix qui ne sont pas très très élevés, il faut bien reconnaître. Richard Lioger a fait 1530 voix et Jérémy Aldrin 1200 voix. Donc on est vraiment dans
dans un mouchoir de poche. Rappelons qu'il y a eu 79 000 inscrits et seulement 22 000 votants avec un taux de participation de 32%. Comment vous expliquez ce taux d'abstention aussi élevé quand même ? J'ai toujours été interpellée par la très forte abstention qu'il y a à Metz. Aux dernières élections municipales, il y avait plus de 50% de Messins qui ne sont pas allés voter. Pour moi, c'est déjà un désaveu pour les politiques qui doivent se remettre en cause. Mais cette fois-ci, évidemment, les électeurs ne se sont pas déplacés massivement, particulièrement les nôtres, il faut bien le dire, dans toute la France, puisque pour nous, ce sont d'une part les plus opposants à Emmanuel Macron, qui n'ont pas compris qu'on les appelle à se déplacer pour aller voter, alors que 2 jours avant, on leur disait de ne pas mettre leurs enfants à l'école et de ne pas aller dans les restaurants. Parce qu'il y avait une mise en danger, et donc ils ont voulu sanctionner ce gouvernement. Et par ailleurs, ce sont peut-être les électeurs des classes moyennes les plus fragiles quand il y a, quand on perd son travail, quand on a un problème de santé, ils savent très bien qu'ils seront difficilement protégés. Et cela explique que nous ayons été particulièrement touchés par l'abstention. Ils vont aller voter là au deuxième tour, le 28 juin ? Alors, moi je sens que maintenant les gens sont toujours conscients des risques à prendre, mais ils savent à quoi... ce que c'est que ce virus, comment s'en protéger. Moi, je suis très attachée, j'insiste beaucoup sur la sécurité maximale à leur apporter, de façon à ce qu'ils aillent voter sereinement, établir des procurations plus facilement pour ceux qui en ont besoin, de façon à ce que chacun puisse donner sa voix et s'exprimer dans cette élection très importante quand même. Le département de la Moselle fournit des masques entre les bureaux de vote des élections de second tour qui restent à faire. Vous trouvez que c'est une bonne mesure ? C'est indispensable. On ne peut pas recommencer le premier tour surréaliste. Moi, j'étais choquée du matin au soir. Que ce soit le département de la Moselle qui le fasse, non pas le ministère de l'Intérieur. Ce devrait être le ministère de l'Intérieur, mais je rappelle que Dominique Gros était favorable à cette élection le 28 juin, donc il faut aussi assumer. Justement, vous l'étiez pas visiblement favorable. J'aurais préféré l'année prochaine pour repartir dans des conditions plus sereines. Vous auriez préféré peut-être qu'on annule même le premier tour et qu'on refasse tout ? Ah oui, l'année prochaine, c'était les 2 tours. Maintenant, on est convoqué le 28 juin, on va le faire. Oui, là, vous dites que on se trouve dans la configuration d'un tour unique à 3 candidats. Oui, vous avez dit ça très souvent. En fait, c'est pratiquement un nouveau tour qui commence. C'est ce que vous avez dit à plusieurs reprises. Oui, parce qu'entre-temps, il s'est quand même passé quelque chose qui n'était jamais vu pour nous tous, qui a profondément marqué, surtout nous à Metz, On sait que les conséquences dramatiques que ça a eu, que ce soit dans les maisons de retraite, à l'hôpital, parfois au domicile, on a le commerce, l'emploi était déjà pas florissant chez nous. Il y avait déjà beaucoup 21% de familles dans la pauvreté. Là, on est devant une crise économique et sociale gravissime. Donc, bien sûr qu'on aborde cette élection d'une façon complètement différente. Et autant je pense que les propositions que nous portions sont complètement validées par ce qui se passe. Je pense que le Rassemblement national a eu raison sur tout et cette crise ne fait que le démontrer. Autant je pense que nous avons évidemment un regard différent. Qu'auparavant. Vous avez fait le choix de ne pas fusionner. Donc d'autres l'ont fait, mais vous avez fait le choix de ne pas fusionner. Il y a eu discussion autour de ça chez vous, non ? Non. Le choix, pour nous, il a été, dès le mois de septembre de l'année dernière, de présenter une charte de rassemblement à tous les candidats. J'avais écrit à tous les candidats annoncés pour leur proposer donc 10 points qui, pour nous, étaient les plus importants, les plus susceptibles de toucher les Messins. Et il faut dire que cette démarche que nous avons eue n'a pas rencontré beaucoup d'écho de la part des autres candidats, chacun étant dans des questions plus d'organisation de sa liste et puis parfois de se trouver un programme et des différences avec les autres. Donc maintenant, après l'élection, le premier tour, maintenant nous nous présentons sur notre programme. Oui, parce qu'aucun appel du pied nous avait été fait. Non, moi je ne me pose pas la question. Xavier Bouvet, donc il allait de soi que vous vous présenteriez pour être présente au conseil prochain, conseil municipal. Vous escomptez vraiment sublimer l'abstention qui a été très très forte dans votre camp. On dit l'abstention, mais peut-être que le Metz est une cité un peu particulière qui est peut-être pas si perméable aux idées que vous défendez, qui est beaucoup plus de tradition démocrate chrétienne, de centre droit, centre gauche. C'est pas vraiment le terreau qui vous est le plus favorable. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Moi, j'aime Metz, j'aime ma ville et je souhaite qu'elle se porte mieux, que les Messins aillent mieux. Et
fourmis d'idées de bon sens avec l'équipe qui m'entoure, et je brûle de les appliquer après avoir été 6 ans dans l'opposition. Croyez-moi, des idées d'économie, des idées de meilleure gestion, j'en ai, et voilà pourquoi je me présente à cette élection. C'est difficile de décreler, franchement, on vous a imaginé dans les milieux de l'information, enfin les réseaux, et on pensait que vous alliez sans doute dépasser 20%, vous en êtes à 11,79. Il y a effectivement, quelque part, l'abstention a touché tout le monde, quelque part, tout le monde a été concerné par le même problème. Vous êtes qu'à 11,79. Est-ce que vous considérez que c'est une source de déception? Déçu par ce score-là? Moi, je l'ai tout de suite comprise. Et d'ailleurs, après, j'ai eu de multiples retours de personnes qui m'ont expliqué pourquoi elles n'étaient pas allées voter, particulièrement dans notre camp. Et ça a été la question pour le Rassemblement national dans toute la France. Donc, je ne pense pas être particulièrement visée. Moi, je comprends évidemment les gens qui se sont sentis en danger par cet appel qui était irresponsable. Moi, j'ai trouvé cette journée surréaliste. J'étais pas du tout dans cette mentalité donc de préparer un deuxième tour, etc. On avait d'autres priorités. Maintenant, justement, il est temps de changer et de rétablir dans notre ville une bonne gestion, une bonne démocratie locale, redonner de la vigueur à l'emploi local, toutes choses que nous avons toujours défendues et qu'il est temps de voir appliquer. Qu'est-ce qui peut modifier le scrutin le 28 juin pour vous? Est-ce que c'est des reports de voix, ou bien est-ce que c'est le fait que les abstentionnistes viennent voter pour vous? Parce qu'en fait, Aziz Memarki, vous demandez poliment si vous y allez pour gagner, quoi. Moi, je crois que les circonstances sont complètement différentes. On est là, je l'ai dit, comme un tour unique. On est dans une élection complètement nouvelle, où finalement une élection à un tour, où chacun a l'occasion de s'exprimer et de voir enfin advenir ce qu'on souhaite. Moi, les personnes qui ne vont pas voter, je peux les comprendre à leur réaction de vouloir sanctionner cette classe politique qui ne les écoute pas. Cette fois-ci, à Metz, on est dans une situation avec 3 candidats. Les choses sont claires, les différences, on va sans doute en parler, sont nettes entre les uns et les autres, et surtout entre ce que les uns disent et ce qu'ils ont fait. Et donc c'est l'occasion pour nous de nous faire entendre et de peser, évidemment. Et peut-être de sublimer le fait que François Grosdier, en marquant très fortement son programme sur des aspects sécuritaires, occupe une partie du terrain dans lequel vous êtes plutôt naturellement voué à évoluer et à progresser. Est-ce qu'il n'y a pas aussi en filigrane dans les résultats du premier tour cet aspect-là des choses? Et vous avez pris des voix? Je ne pense pas, parce que finalement, il a été aussi touché par cette abstention. Nous n'avons pas forcément les mêmes électorats, puisque d'après les sondages, ce sont les 25-34 ans et 50-64 ans qui votent le plus pour nous. Simplement, voilà, vous avez parlé de sécuritaire. Moi, je ne suis pas sécuritaire, je suis pour la sécurité et la tranquillité publique. Lui, il fait un petit peu le coup du Karcher de Nicolas Sarkozy. Bon, moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'instrumentaliser ces politiques-là. Ça peut être aussi dangereux et contre-productif. Donc, j'ai une autre façon donc de mener campagne. Et puis, cette dernière annonce hier ou avant-hier, donc de fusion de liste avec l'ancienne déléguée départementale d'En Marche, donc du parti macroniste. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On allait évidemment vous poser la question. Mais oui, actuelle adjointe du maire de Metz. Ça vous a surpris? Ça m'a surpris, je pense que c'est surtout les électeurs de droite qui ont été surpris, parce que franchement, quel retournement de veste, ça n'est pas crédible, ça n'est pas... C'est tout ce que les électeurs détestent aujourd'hui, ce genre de façon de faire de la politique. On a l'impression que c'est surtout le partage des places qui a importé, plutôt que la cohérence politique. Selon vous, c'est pas une ouverture au centre. Sur une liste qui est cassée plutôt à droite, d'ouvrir vers le centre, recentrer forcément et être dans une tradition d'élection des maires messins. C'est la vieille fascination de la droite française. Depuis jusqu'à Rauch, non, beaucoup de respect pour ces personnes-là qui ont bien géré la ville. Ils étaient comme au centre droit, à un moment donné, quand même. Mondon et puis... Voire plus. Mais après, il faut avoir une vision politique. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu des gens qui étaient dans l'opposition
au maire de Metz pendant des années et qui tout d'un coup se retrouve des affinités avec une adjointe de Dominique Gros lorsqu'il voulait concurrencer Xavier Bouvet qui a, pour un renouvellement de la politique, qui a 9 adjoints de Dominique Gros sur sa liste. Je pense que ce genre de choix, comme ça, au dernier moment, est de nature à provoquer l'incompréhension des électeurs. Vous pensez que le choix qu'a fait Xavier Bouvet de ne pas ouvrir sa liste à quelqu'un d'autre, comme vous d'ailleurs, comme vous, est plus honnête, plus cohérent? Au moins c'est clair. Maintenant, lui, le recyclage, il l'avait fait avant, puisqu'il y avait quand même un nombre de partis. Mais il l'a fait très sans Béatrice Vermeulen et sans Thomas Scuderi, donc il n'a pas tout à fait fait le recyclage. Quelque part, il a déjà 9 adjoints, je répète, sur sa liste, donc c'est pas la liste de renouvellement qu'on nous promet. Ce qui importe, ce sont les idées, finalement. Là, on est dans la mamaille, donc bon. Voilà, on est dans la cuisine politique. On va passer d'ailleurs assez vite à autre chose. Si le maire de Metz... Le maire de Metz va être élu avec entre 12 000 et 14 000 voix. Il sera légitime pour vous, quel que soit... Ça peut être vous d'ailleurs. Est-ce qu'il sera légitime? Est-ce qu'on est légitime à 12-13 000 voix sur 70 000 inscrits? De toute façon, oui, on a une légitimité issue du scrutin. Mais moi, j'en appelle justement, et ça n'est pas nouveau, j'ai toujours eu ce même discours, c'est d'en appeler à tous ceux qui ne vont pas voter. Parce que beaucoup de gens en campagne, je suis en campagne moi tout le temps, hors élection aussi, je vais toujours donc à la rencontre des Messins dès que nous en avons l'occasion. Et tous ceux qui me disent, il y en a, vous n'imaginez pas, qui disent mais moi la politique ça ne m'intéresse plus, de toute façon ils nous écoutent pas, ils font l'inverse de ce qu'ils ont dit, notre qualité de vie se dégrade, etc. Et je leur dis mais est-ce que vous croyez qu'en boudant, finalement c'est ce qu'ils font, vous allez être entendus? Au contraire, ceux qui sont en place, ça leur est complètement égal. Eux, ce qu'ils souhaitent, c'est être réélus. Une fois droite, une fois gauche, et puis après, on inverse. Et finalement, si vous n'allez pas voter, mais vous leur rendez bien service. Si vous voulez que ça change, exprimez-vous. Voilà, c'est le discours que je vais tenir plus que jamais. On va terminer la première partie de cette émission par quelques questions encore un peu générales. Et dans la deuxième partie, on viendra plus aux questions spécifiques Messine. Le gouvernement a pris les bonnes décisions là, dans cette crise. Là, il a géré ça correctement, à votre avis? Oh là, ça vous étonnerait que j'acquiesce. On a été dans l'impréparation, qui ne date pas d'ailleurs que d'Emmanuel Macron, qui est notre pays était dans un grand état de faiblesse face à n'importe quelle crise, et on l'a vu. Et maintenant, pendant cette crise, on a eu des ordres et contre-ordres, on a eu du retard à l'allumage sur à peu près tout, un manque de lucidité, et d'ailleurs on continue avec encore des conséquences de cette crise. Donc bien sûr que les Français ont été mis en danger par ce gouvernement qui maintenant dit qu'il faut, entérine finalement, on le voit avec Renault, le fait qu'on puisse supprimer des emplois, donc continuer les délocalisations. Donc en fait le monde de demain, il est pire que l'ancien. Quel pays, à vos yeux, a eu une politique cohérente selon vous dans le contexte du Covid-19 à travers le monde? Vous êtes une observatrice, je présume que vous regardez les informations, vous voyez ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que vous avez en tête un ou deux modèles nationaux de bonne gestion de la crise du Covid? Les Luxembourgeois, vous qui suivez les questions de la grande région? Bien écoutez, on aurait des leçons à se faire donner par beaucoup de nos voisins. Oui, c'est intéressant de les nommer, je pense que vous en avez quelques en tête. Moi, celui auquel je pense, ce serait plutôt l'Allemagne, avec cette capacité qu'a eu l'Allemagne depuis toujours à défendre son tissu industriel, sa capacité de production. Pendant que nous sommes totalement dépendants sur le plan pharmaceutique, par exemple. Les Français ont découvert, mais Dieu sait que l'alerte a été donnée par les autorités sanitaires depuis longtemps, qu'on était incapable de fabriquer nos propres médicaments. Eh bien, les Allemands ont une industrie chimique qu'ils ont su garder, pendant que nous étions ouverts au vent de la mondialisation. Ils ont eu des petites entreprises, ils ont un tissu local qui a permis d'être plus forts face à la crise. Et nous, pendant ce temps, nous étions complètement pieds et poings liés. Et la manière de gérer le virus de personnalités comme Trump ou Bolsonaro, qui sont plutôt des gens que vous savez beaucoup, puisque vous fustigez beaucoup Macron, vous avez peut-être raison, ça vous a choqué ou pas? Bolsonaro n'est pas de nos amis. Je sais que c'est dans le clan qualifié de populiste. Écoutez, je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans beaucoup de pays. Maintenant, on est mal placés, nous, Français, pour donner des leçons au reste du monde. D'accord.
On va passer, il est pratiquement 18h30, on va passer au journal régional et on se retrouvera pour la deuxième partie de l'émission dans une dizaine de minutes, Mme Grolet. Politiquement vôtre sur RCF en Lorraine. Présenté par Roger Quesel. Retour sur le plateau de Politiquement Vôtre avec Arlette Perjean, Yves Parquet. Nous recevons aujourd'hui Françoise Grolet, candidate à la mairie de Metz. Et tout de suite, une première question posée par Arlette Perjean. Oui, on va introduire tout de suite toutes les questions messines. Simplement, je voulais que vous nous précisiez ce que vous entendiez par bon sens, puisque vous voulez mettre Metz dans le bon sens. Alors, il y a deux sens, justement, à l'expression. Ça fera beaucoup, Arlette, parce qu'on vous a posé la question la dernière fois. Voilà. Moi, j'aime beaucoup, parce que avoir du bon sens et changer de sens, ça a deux sens différents. C'est la linguiste et la littéraire qui parlent. Alors, dites-moi. Une politique de bon sens. Politique de bon sens, c'est pour moi... c'est surtout, pardonnez-moi, c'est surtout mettre Metz dans le bon sens. Parce que je crois qu'on a été dans un certain nombre de domaines dans le mauvais sens pendant des années. Donc depuis 12 ans donc, de gouvernance socialiste, notre ville a perdu, par le fait de politiques parfois plus anciennes, comme les suppressions de lits d'hôpitaux, ça ne date pas d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas ? Nous avons perdu des habitants, nous avons perdu de la vitalité commerciale et un certain nombre de décisions de bétonnage, de surconstruction délirante d'imposition à Metz comme à la métropole, qui elle est gérée par la droite, qui ont été néfastes pour notre ville. Donc la remettre dans le bon sens, c'est rétablir donc Metz la commerçante, Metz ville jardin, la ville ouverte aussi sur l'extérieur. Et justement, vous parlez de l'urbanisme, en filigrane, on l'a bien compris déjà tout à l'heure. C'est un sujet passionnant, l'urbanisme. Voilà, c'est un sujet passionnant. Et la vision qu'on a de la ville. Oui. Vous militez pour une réhabilitation plutôt qu'une construction à tout va, comme on la voit depuis quelques années. C'est du bon sens. Le quartier derrière la gare, il ne fallait pas le faire. Votre avis, vous pensez qu'il ne fallait pas faire le quartier qu'on appelle le quartier Muse aujourd'hui, l'amphithéâtre ? Oui, on l'appelle le quartier Muse, ce qui est révélateur. Parce que ça signifie, ça signifie que un certain commerce a pris l'intégralité donc de l'image de ce quartier, qui manque d'espace vert, qui concentre des investissements publics très importants, contrairement à ce qui a été dit. Metz Habitat Territoire qui a construit des appartements à quasiment 200 000 € pièce, des logements sociaux, alors qu'on aurait pu réhabiliter tant de logements sociaux qui sont dans un état déplorable. Et ça m'indigne, mais vraiment profondément, de voir qu'on laisse des ascenseurs se dégrader, des ascenseurs cassés pendant des mois. Donc les habitants vraiment dans des grosses difficultés, et qu'à côté de ça, on va favoriser donc cette zone. On pourrait faire une émission que là-dessus, parce que je pense que c'est le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. On a vu dans cette crise, ça aussi c'est le bon sens, que nous avions besoin d'espace vert, nous avons besoin de respirer partout, qu'on a besoin d'avoir des logements de qualité qui permettent justement de passer du temps à l'intérieur. Quand on est en famille, comme je l'étais pendant 2 mois, c'était à la limite, je n'ai pas souffert de la solitude, mais pour beaucoup de personnes qui étaient seules, c'était vraiment une grande souffrance. Donc on a besoin de retrouver un urbanisme qui soit au service des Messins et qui soit de qualité architecturale. Vous avez aussi parlé de la ZAC du Sansonnet, où vous trouvez que on avait de bonnes terres arables qu'on aurait pu cultiver. Les meilleures de Metz, les meilleures terres maraîchères de Metz. Voilà. Alors, évidemment, on reprend tout. Vous pensez qu'il faut arrêter le phénomène ? Pendant cette crise, justement, nous nous sommes rendus compte que nous étions très dépendants des circuits d'approvisionnement, que nous avions besoin, et cette envie donc de consommer local. Moi, ça m'a toujours semblé juste de faire vivre les agriculteurs, les producteurs locaux dignement du fruit de leur travail. Mais là, tout le monde s'est rendu compte qu'on avait besoin de drive fermiers, qu'on avait besoin donc de producteurs qui soient là à disposition, et ils l'ont été. Et je les remercie, comme je remercie les soignants, ceux qui ont conduit des bus, tous ceux qui ont travaillé, qui ont fait le nettoyage des locaux, tous ceux qui ont permis à notre pays finalement de tenir finalement bien. Donc vous défendriez le fait qu'ils soient revalorisés dans leurs revenus dignement ?
Oui, mais déjà qu'ils vivent de leur travail et non pas d'aides européennes. Et si on le veut, il faut leur laisser des terres. Et ceux qui aujourd'hui font des belles promesses, donc d'arrêter le bétonnage et donc la consommation des terres agricoles, mais c'est une plaisanterie. Je suis d'accord sur l'objectif, évidemment, je l'ai toujours dit pendant 6 ans. Mais pendant 6 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ou ceux qui étaient sur leur liste? Je parle pour Xavier Bouvet, je n'ai jamais entendu ni François Grosdidier, ni tous les colistiers donc de Xavier Bouvet, y compris les écologistes, ni se prononcer, ni voter contre, par exemple, la ZAC de Grégy qui a démarré en 2018, Grégy Technopole, et qui va encore urbaniser, qui devrait, si je suis maire, c'est sûr qu'on n'ira pas dans cette direction-là, on rendra les terres vivantes à ceux qui nous nourrissent. Donc vous pensez qu'il faut arrêter de concentrer comme on l'a fait depuis plusieurs années, au niveau de la métropole, de créer une métropole avec un habitat très concentré. On peut pratiquement plus construire de maisons individuelles à Metz aujourd'hui. On a quand même un stock de 11 500 logements vacants. Vous diriez 11 000 logements sur la vacants. Métropole? Sur la métropole. Oui, ce sont les chiffres. Et en 2015, donc ça a augmenté depuis. Et comment vous faites pour les faire réoccuper? Eh bien, nous avons une proposition qui s'associe dans l'ADN du Rassemblement national, c'est le localisme. C'est le fait donc de renforcer, de donner plus d'appui et donc de soutenir et favoriser l'emploi local. Donc j'ai 2 idées qui répondent bien à cette crise. C'est d'une part donc un plan localisme sur la commande publique, pour que l'argent public, finalement, permette de renforcer l'emploi des PME, des TPE locales, en ajoutant, en fait, dans les marchés publics des clauses environnementales. C'est tout à fait légal, c'est tout à fait possible, mais ça n'a pas été activé, qui permet de donner une prime, plus de points, à ceux qui produisent, qui viennent de la proximité, donc qui n'ajoutent pas de CO2 supplémentaire dans les déplacements. Et ça, c'est déjà une première façon donc de pouvoir rénover l'habitat avec nos entreprises locales. Et puis également, donc Metz Métropole a un plan habitat, un plan logement, de rénovation des logements. Et pour moi, il doit être beaucoup plus doté que l'aide à la construction, de façon à ce que chacun puisse avoir un logement digne, et à rénover ces logements vacants, c'est la priorité. On va passer aux mobilités. Arlette rêve de vous poser une question sur les mobilités, et notamment sur le vélo. Le vélo, oui, tout le monde en parle à l'issue de cette crise-là. On a fait des pistes cyclables qui sont, on espère, pérennes, mais on ne sait pas. On nous avait dit que c'était provisoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'usage du vélo en ville? Moi, je suis une croyante et une pratiquante, donc... cela fait longtemps que je souhaite. Voilà, ça c'est un domaine où il y a eu des améliorations pendant les 2 mandats. On revenait loin, il faut dire. Sur le vélo. Oui. En revanche, nous avons toujours dit que les pistes existantes sont parfois morcelées, dangereuses, donc il y a beaucoup à faire, et donc on n'a pas été jusqu'au bout. Ce sont des investissements conséquents. Je veux les poursuivre avec un plan vélo vraiment cohérent. Et voilà, le bon sens, c'est de faire d'abord bien ce qu'on a à faire, au lieu de là, finalement, créer des autoroutes pour vélo qui ne sont pas utilisées et qui sont extrêmement préjudiciables aux automobilistes qui sont quand même, on est à Metz, on n'est pas à Los Angeles, donc on a besoin de venir en voiture, et je crois qu'il faut laisser un accès aux automobilistes, sinon on augmente les embouteillages, donc finalement la pollution aussi. Il y a des choses à faire pour avoir des pistes qui soient sécurisées, qui soient bien visibles, qui soient continues, et des stationnements vélos sécurisés également. Donc avant de faire des choses démesurées, il faut déjà aller dans cette direction. Et on constate, pardon Roger, on constate depuis le déconfinement qu'il y a beaucoup plus de vélos, bien sûr, qui circulent en ville, et beaucoup plus de vélos qui circulent sur les trottoirs. Alors moi, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent parce que les vélos vous arrivent dessus, on manque d'être renversés, etc. Il y a un manque de civisme incroyable. Il y a quelque chose à faire pour ça? On va sanctionner, on va faire quoi? Pour ma part, je donne un exemple. Je préfère souvent être sur la route que sur les pistes cyclables qui sont aussi occupées par des piétons.
Donc là, évidemment, il faut améliorer la signalisation de ces pistes et après faire respecter, comme tout, on est dans une ville où le laxisme règne, les incivilités règnent, et là, il y a aussi beaucoup à faire. Absolument. Sur les transports en commun, on va terminer sur les mobilités. Pour les transports en commun, il y a tout un débat sur une troisième voie métisse. Faut la faire, la troisième voie métisse, maintenant, compte tenu de la crise qui a eu lieu? Non, il faut améliorer les transports entre quartiers, oui. La qualité de la desserte entre quartiers. Il faut sécuriser et augmenter le débit, en fait, la circulation des bus, et surtout en ces périodes où on doit garder des distanciations, c'est important d'avoir 100% du réseau actif, ce qui n'est pas le cas. Une troisième voie qui ruinerait le commerce tout le long de son parcours et qui traverserait la voie verte, qui est le principal atout du quartier de Bellecroix, pour moi, c'est hors de question. Vous n'êtes pas une fanatique de cette troisième voie, notamment du côté Bellecroix? C'est démesuré. On va passer à Metz Métropole. Oui, le chapitre Metz et son environnement, en l'occurrence. Quelle gouvernance vous êtes assidu à Metz Métropole, vous êtes, entre guillemets, une bosseuse, on le sait tous, hein, et de la part de gens qui sont des opposants, hein, qui constatent que vous ne prenez pas les sujets à la légère, hein, ça c'est tout à votre honneur. Donc vous avez eu le temps de réfléchir à cette notion de gouvernance. Qu'est-ce que vous proposeriez, vous, comme type de gouvernance, si vous étiez appelé à devenir présidente de Metz Métropole, par exemple? Politique fiction. Vous revendiquerez fiction. Projection. Pour parler plus clair, vous êtes maire de Metz, vous revendiquez la présidence de Metz Métropole? Pas forcément, figurez-vous. Voilà, c'est la question qu'on... Voilà, pas forcément, parce que je pense que les grands oubliés de la métropole, ce sont les maires, ce qu'on appelle les petits maires, un peu péjorativement. On gagne pourtant à écouter leur bon sens et leur souci de gérer de façon respectueuse de leurs concitoyens, leur écoute. C'est la proximité. Moi, je suis très attachée à la proximité. Et je me suis souvent retrouvée plus de leur bord que du côté des maires des grandes villes qui, droite, gauche, en fait, on avait 4 ou 5 communes qui trustaient les responsabilités, qui imposaient aux maires des petites communes, qui pour moi ont la même légitimité, leur imposer des décisions qu'ils ont dû avaler. Parfois ils votaient avec leurs pieds et certaines décisions comme l'augmentation des impôts, on a augmenté de 6 millions d'un coup les impôts à Metz Métropole, ou la création du nouveau siège de la métropole quand même, 23 millions, puis l'année suivante on nous dit que finalement ça va être 33 millions et au dernier moment fin 2019 on nous dit pour les aménagements intérieurs il faut encore ajouter 2,7 millions. Enfin, c'est la folie des grandeurs de ces maires des grandes villes qui ont justement manqué donc d'une gouvernance partagée qui est à instaurer. Est-ce qu'une assise financière n'est pas dangereuse pour le développement d'une région aussi? Si à tout vouloir contraindre financièrement... c'est ce qui a été fait. Oui. Alors là, l'austérité, elle a été pratiquée à Metz Métropole comme à Metz. À Metz, suppression de 130 postes quand même en quelques années, et des postes techniques. Ce n'étaient pas des postes de direction qui sont parfois il y en a trop dans notre ville, des pôles, des directions, etc. Metz Métropole, au moment de la métropolisation, moi j'y étais opposée à c'est la voie, on a l'impression obligatoire, mais non, on peut faire autrement. Metz Métropole avait créé, je me souviens, 25 postes, rien que pour la métropolisation, alors que ce qui était promis, c'était quand même des économies, de la mutualisation. En réalité, on se rend compte que c'est comme la région Grand Est, de trop Grand Est. C'est un monstre, il se nourrit de lui-même, donc il est urgent de revenir au bon sens. Pour revenir à Metz Métropole, donc vous ne revendiquerez pas la présidence, enfin d'après ce que je comprends. Si vous êtes maire de Metz... Moi, ça me semble tout à fait... ça serait un bon signe. Oui, à la différence des deux autres candidats qui la revendiquent. Ça serait une logique de la part de Metz d'avoir cette présidence, mais ça serait un signe justement de respect des intérêts de tous et d'une gouvernance... de bon sens. Alors, comme on est très curieux, vous avez des discussions avec ce qu'on appelle les petits maires, effectivement, totalement à tort. Vous avez déjà discuté avec des maires là-dessus en disant, mais beaucoup. Ça m'intéresse?
Oui, beaucoup. Et ils voteront pas. Certains me disent heureusement que vous êtes là pour poser les questions que nous ne pouvons pas poser, parce qu'il faut voir que le dialogue n'est pas forcément présent. Et ça pourrait être qui le maire de Metz Métropole? Oh là, je croyais que... Non, vous avez un nom en tête? Non, mais là on est vraiment dans les discussions. C'est pas d'actualité. C'est pas le problème du moment. Vous cumulerez probablement pas les deux, si on a bien compris. À la différence. Moi, ça me semblerait tout à fait, possible. Aziz Mebarki, voulez-vous poser une question sur la grande région transfrontalière? Oui. J'oriente un tout petit peu les questions quand même. Fermeture des frontières liée au Covid-19, contexte très très particulier. Vous le laissiez entendre tout à l'heure. On l'a tous vécu, un peu surréaliste. Ce qui s'est passé entre le Luxembourg, la Belgique, la France et l'Allemagne pendant cette période, quelles impressions ça vous a laissé? Et quelles leçons pour l'avenir? Dans un contexte où on a été habitué à vivre sans frontières. Brutalement, il n'y a plus de frontières. Au niveau de la grande région, brutalement, toutes les frontières se sont fermées. Toutes, ça n'est pas du fait de la France. Moi, je pense que les problèmes se sont surtout posés avec l'Allemagne. Mais j'ai vu dans l'autre sens, parce que ça, pour moi, les frontières, ça fait partie de la vie. Nous avons une porte à notre maison. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé à recevoir quiconque, mais on veut savoir qui vient, dans quelles intentions, et puis savoir quand la personne s'en va, c'est nous qui sommes les maîtres, c'est tout. Nos voisins ont accueilli avec une générosité et d'une façon admirable, et d'ailleurs plus que nos voisins, puisque l'Autriche aussi a accueilli des malades de notre région. Ça, c'est le bon côté, c'est ça dont je veux me souvenir, même si aussi je me dis que nous avons été dans un grand état de faiblesse, puisqu'à cause d'une politique de santé catastrophique qui date de plusieurs gouvernements en arrière, nous n'étions pas capables de soigner nos malades. Cette grande région-là, donc, qui va se remettre en place quand les frontières vont s'ouvrir, vous l'imaginez sans frontières? Ou est-ce qu'il faut laisser une partie de frontières quand même encore? Et contrôler les frontières, ça ne veut pas dire les fermer. Là, on était dans la fermeture totale. Voilà, tout à fait. Sauf pour les travailleurs frontaliers, encore ça a été dur pour eux. J'ai demain d'ailleurs une réunion, encore numérique, mais une réunion du Parlement de la Grande Région. Donc, je suis Conseil parlementaire international, à Saarbrück, tout à fait. J'appelle ça le Parlement de la Grande Région, c'est plus parlant. C'est ça, oui. Et nous allons justement parler de cette gestion de la crise, mais on a beaucoup de choses à faire avec nos voisins. Moi, on a discuté, c'était très intéressant, et j'avoue que nos échanges ont été plutôt fructueux, mais il y a un sujet, c'est curieux, je me dis qu'il s'est passé une mutation dans votre discours. Oui. On n'a pas parlé une seule seconde d'immigration. Qu'est-ce qui se passe, Madame Grolet? Posez-moi des questions. Non, mais là, en général, on n'avait pas besoin de forcer un candidat Front National pour aborder cette question. Naturellement, il l'abordait, même si les journalistes... Moi, je réponds aux questions qu'on me pose. Vous êtes très bien indiqué, ça on le sait. Mais quand même, très surprenant, on sent qu'il y a comme qui dirait, une nouvelle manière de faire. Non, moi j'ai toujours agi de la même façon. Vous êtes là pour poser des questions, je suis là pour y répondre. Okay. Maintenant, nous pouvons aussi parler de sécurité, nous pouvons aussi parler de l'immigration illégale, puisque c'est quand même quelque chose qui m'importe. Moi, je crois que de façon générale, nous avons parlé du localisme. Le Rassemblement national, notre vocation, notre raison d'être, c'est de s'occuper des Français. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Donc moi, ma raison d'être, c'est de m'occuper des Messins. Nous avons parlé de l'emploi local. Je pourrais parler aussi de l'action sociale. Je pourrais parler de nos retraités qui ont été depuis des années de plus en plus maltraités et dont on se rend compte maintenant, par exemple, du problème de l'isolement. Ça faisait partie de mes propositions et je le porte encore plus fortement maintenant, d'avoir une action très importante pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et des personnes fragiles. Autre chose, ma raison d'être, c'est de m'occuper des Messins et aussi donc de leur sécurité, de protéger les Messins. Moi, j'ai un colistier, donc une personne de mon équipe qui a subi un drame et qui a endeuillé pour nous la fin de ce confinement. C'est le mari donc de cette femme qui a été assassinée, qui allait travailler à 6h30 du matin, là, rue Harel, femme de ménage, et qui a été assassinée par un marginal allemand qui avait traversé les frontières. Lui, visiblement, il a réussi à le faire. Et je suis horrifiée, nous sommes horrifiés par le fait qu'une femme de 65 ans, allant travailler comme ça, puisse se retrouver tout d'un coup, une vie disparaît, son mari qui est condamné à perpétuité.
C'est la priorité pour nous, c'est de protéger nos concitoyens. Donc je suis très attachée à la sécurité et j'en reviens à votre question, c'est celui de l'immigration illégale. Ne pensez pas que cela ne concerne que des Français, puisqu'on est dans une situation aussi, on voit aux États-Unis, ce sujet très brûlant. Hier, j'étais donc en discussion avec diverses personnes, dont un monsieur d'origine maghrébine qui me dit qu'est-ce que vous voulez faire pour l'immigration illégale, pour les migrants. Et je lui ai dit que ma priorité, c'était donc de m'occuper des besoins sociaux de nos concitoyens et qu'on a un certain nombre de budgets qui sont dévolus aujourd'hui à Metz. Je fais la différence entre les réfugiés et les personnes qui arrivent pour profiter de nos aides sociales. Et celle-là, je pense qu'on n'a pas à encourager donc leur venue à Metz. Donc là-dessus, je n'esquive aucun débat. Je serai très ferme pour m'occuper des Messins d'abord. Françoise Grollet, merci. Dans quelques instants, il sera 19h et on va rejoindre le journal de RCF à Lyon. Merci beaucoup. Merci à Niki Schneider qui a réalisé cette émission. À la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci bien. Merci.